L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Chaque année, c'est la même magie. Le 1er janvier, la retransmission du concert du Nouvel An en direct de Vienne. Diffusé dans 90 pays, regardé par 45 à 50 millions de téléspectateurs. C'est l'un des événements majeurs de la planète musicale. Les places se vendent comme des petits pains. 35 € la place debout. Les meilleures places sont à 1200, voire 6500 €. Et chaque année, c'est la marche de Radetzky, de Johann Strauss père, et Au beau Danube bleu, de Johann Strauss fils qui triomphe. Grâce à ces deux musiciens viennois, on a valsé, on valse, et on valsera toujours, dans le monde entier et dans toutes les classes sociales. Pourtant, à ses débuts, la valse fait mauvais genre. Elle scandalise même, mais très vite. Elle va devenir synonyme de joie de vivre, de bonne humeur, de fantaisie, mais aussi d'élégance et de charme. Elle va même devenir la carte de visite de la ville de Vienne. Et cela grâce aux Strauss, Johann Strauss père et Johann Strauss fils. L'archet à la main, nous allons voir les Strauss passer d'une valse à l'autre, mais aussi d'une femme à l'autre. Et avec son beau Danube bleu, nous verrons par quel hasard Johann Strauss fils va être amené à écrire ce qui deviendra le second hymne national de l'Autriche. Quand il le compose, il est loin d'imaginer que cet opus 314 va charmer le monde entier, qu'il va devenir une rengaine et même une musique de film. Et pourtant, lors de sa création, l'œuvre est un peu perdue dans un concert de 5 heures donné à Vienne. Nous sommes le 15 février 1867. Il est 22h30 et c'est l'heure H de notre histoire. Voilà, nous pouvons ouvrir le bal. Il sera pétillant de paillettes, de champagne, de séduction, de valseuses aux regards enamourés. Et cela grâce à la dynastie des Strauss, couronnés à jamais les rois de la valse de Vienne. Pourtant, on ne peut pas dire que ces rois de la valse aient eu une enfance de roi. Loin de là. Pas de luxe, et au départ, pas de chance. La dynastie de ces musiciens prend naissance dans un quartier au nord de Vienne, pas encore rattaché à la capitale, la Leopoldstadt. Quartier médiocre, baigné par les eaux sales du fleuve. En fait, c'est comme une île enserrée par les bras du vieux Danube, qui n'est pas apprivoisé à l'époque. Le grand-père de l'auteur du Beau Danube bleu se nomme Franz Strauss. Il tient avec son épouse Barbara une modeste taverne fréquentée par les flotteurs et les bateliers du fleuve. Plafond bas, petite salle éclairée de quinquets, clientèle prolétaire. Le fleuve vient border la gargote et la baigne d'odeurs repoussantes. Il faut dire que le Danube n'est pas souvent bleu, et de plus qu'il est tristement célèbre pour ses redoutables inondations qui dévastent le quartier. Mais Franz, le grand-père Strauss, lui doit sa clientèle qui vient se mettre au chaud et se saouler de bière ou de vin. Tout ça est maussade, besogneux. Barbara fait le service sans sourire. Franz est un mélancolique porté sur l'alcool. Les affaires marchent mal. Et pourtant, ils doivent de temps à autre se payer quelques plaisirs brefs, car c'est dans cette atmosphère que naît, le 14 mars 1804, le petit Johann Strauss, que nous appellerons désormais Johann Strauss père. Le malheur va s'abattre sur cette famille. Le petit Strauss perd sa mère et aussitôt, le père trouve à se remarier. Ça ne va pas éclaircir l'ambiance de la taverne. Franz va de plus en plus rêvasser devant les flots du Danube. Et un soir de 1816, il se jette dans le gris du courant.
Voilà le petit Johann sans père ni mère. Il a 12 ans. On pourrait croire que ce deuil va désespérer sa belle-mère. Au contraire, on va se marier et se remarier souvent chez les Strauss. La belle-mère épouse un certain monsieur Golder, qui va reprendre en main la taverne. Il est l'inverse du défunt mari. Il apprécie la plaisanterie, le rire et surtout la musique. Il sera la chance du petit Johann. Il va l'aimer comme son fils. Il va ensuite engager des musiciens ambulants pour réjouir l'atmosphère de la brasserie. Dès lors, l'enfant va vivre au son des mélodies populaires. Ses oreilles vont vibrer aux sonorités du violon, du violoncelle, de la cithare. Pour lui, ce sera une immersion qui va devenir magique. Mieux, un jour, pour la fête du Bamba, son deuxième père lui offre un violon. Oh, pas celui d'un luthier italien, non, un instrument bon marché, une sorte de jouet. Ce cadeau va bouleverser la vie du petit Johann. Bien sûr, le son est un peu plat, les crins de l'archet sont un peu trop épais. Mais des sons naissent sous ses petits doigts et pour lui, cela illumine son enfance. Les musiciens engagés par Golder lui montrent les gestes qu'il faut faire pour qu'apparaisse la magie sonore du violon. Tout heureux de pouvoir faire glisser ses doigts sur les 4 cordes, le petit Johann s'initie très vite. Mais très vite aussi, il en veut plus. On raconte même qu'il va aller jusqu'à vider dans les ouïes de son petit violon les fonds de bière que laissent les mariniers sur les tables. « Génial, dit-il. Mon instrument sonne plus rond, moins sec, moins aigu. » Le gamin reproduit alors les mélodies qu'il entend dans la taverne familiale. C'est devenu sa seule occupation, sa seule passion. Toutefois, son tuteur de beau-père exige qu'il apprenne un métier. Il envoie donc le garçon de 13 ans faire son apprentissage chez un relieur à Leopoldstadt. Et un jour, c'est la panique. Johann s'enfuit de l'atelier, emportant son violon dans sa fugue. Et il ne rentre pas. Fugué à 13 ans, avec un violon. Le père Golder a compris. Ce gamin-là, il est fait pour la musique. Et il lui donne sa deuxième chance. Des leçons de violon, d'accord. Mais en échange, il doit continuer dans le métier de relieur où il devient ouvrier qualifié. Mais c'est le violon qui le motive. Il fait des progrès incomparables. 1 an plus tard, il est engagé dans un orchestre professionnel qui se produit dans une rutilante salle de bal au cœur de Vienne. Il faut dire qu'à Vienne, de nouveaux bals s'ouvrent chaque mois. Le jeune Johann y fait son apprentissage. Il innove même. Ainsi, il décide de jouer en tenant son violon le manche en l'air. Puis, il propose des variations, invente des broderies saluées par le public. Il devient presque une vedette. En 1823, il entre comme altiste dans le sextuor d'un certain Lanner. Et c'est là qu'il va vivre une expérience décisive. Car Lanner introduit dans les programmes de son petit orchestre une danse nouvelle. Elle est apparue dans la région du Haut-Danube, semble-t-il, à proximité de la Forêt Noire. C'est une danse populaire qu'on nomme l'Handler. Mélodie naïve, toute simple. Un rythme dansant à 3 temps qui tombe dans l'oreille. Et ça donne 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et c'est encore grâce au Danube, car cette musique est arrivée à Vienne par le fleuve. À l'époque, il y a sur chaque bateau un petit orchestre. 2 violons, une cithare, une contrebasse, parfois ce nouvel instrument nommé la clarinette. Et quand ils font escale à Vienne, pendant qu'on décharge les bateaux, les artistes, eux, vont se faire un peu d'argent dans les buvettes, comme celle où est né le petit Johann. C'est ainsi que la valse a fait son apparition dans la capitale des Habsbourg. Bien sûr, on a dû lui trouver un autre nom, et comme les danseurs s'élançaient et se mettaient à tourner sur les parquets cirés des salles de bal, on a pensé au verbe « walsen », qui signifie « tourner en cercle ». Pour créer le mot « valse », le mot était né. La valse aussi, et pour toujours. Petit à petit, la nouvelle danse enflamme tout Vienne. On ouvre de plus en plus de salles de bal, de plus en plus luxueuses.
C'est justement à ce moment idéal que Johann Strauss père commence sa carrière de violoniste. Car entre 1815 et la Révolution de 1848, Vienne jouit d'une période insouciante. Qu'y a-t-il donc dans l'atmosphère de cette capitale qui la rend si légère et si raffinée? On y trouve un mélange unique de désinvolture, de détachement, d'allégresse, de gourmandise, de penchant au plaisir et de sens de la fête. Ajoutez à cela l'insouciance de la valse et vous comprendrez que Johann Strauss père coïncide parfaitement avec cette période heureuse. On y ouvre des salles de bal, mais aussi des salons de thé. On se délecte des strudels aux pommes tièdes de chez Dummel. On y déguste le gâteau au chocolat de chez Sacher. La vie est belle. Les fêtes durent jusqu'au petit matin, quand les couples s'éparpillent et disparaissent dans des rires amoureux. Mais cela n'est pas du goût de tout le monde. Pour certains, la valse est un scandale. C'est la danse du démon, une vraie perversion. Et nous allons voir qu'au nom de la morale, une certaine partie de la population va déclarer la guerre à la nouvelle danse à la mode. Il vous suffit de réécouter une valse de Strauss. Avant d'entendre le début de la valse, il y a une courte introduction, comme les préliminaires en amour. C'est durant ce prélude que le danseur a le temps de choisir, d'aller chercher sa cavalière. Il lui prend la main, les fleurs lui entourent la taille. C'est d'une audace inouïe pour l'époque. Et c'est pas fini. Deux personnes qui jusqu'ici ne se connaissent pas ont soudain le droit de nouer leurs mains, de s'enlacer. L'homme serre la femme à la taille et elle pose sa main gantée sur l'épaule de son danseur. Oui, monsieur. Oui, vous avez raison, un vrai scandale. Puis, ils s'élancent sur la piste et après, c'est tout aussi choquant. Ils mêlent leurs regards, peuvent se parler, se manger les yeux. Quand la cadence à 3 temps les emporte, ils semblent s'accoupler. Non, c'est inconvenant. Car jusqu'à maintenant, dans le menuet, le quadrille, le galop ont resté séparés. Ici, on forme un couple. Avant, les danseurs regardaient la salle. Cette fois, ils se regardent. Ils sont seuls au monde. La valse permet une libération physique, morale et sentimentale. Et c'est justement pour cette raison qu'elle a des détracteurs. Scandalisés, des protestants allemands sont outrés. Des ligues puritaines s'insurgent au nom de la morale. Pour d'autres, cette étreinte dansante est à proscrire au nom de l'hygiène. Un médecin de Hambourg publie un pamphlet intitulé « La preuve que la valse est la principale cause de la faiblesse de corps et d'esprit de notre génération ». Un siècle plus tard, on dira la même chose du rock'n'roll. La guerre est donc déclarée contre la valse. Les dévots s'en mêlent. Ils condamnent, je cite, « cette indécence et abominable façon des hommes de faire tourner les femmes, surtout quand elle a pour résultat de faire voler les robes en dévoilant ce qui devrait rester caché. » Cette fois, c'est la guerre contre les jupons et les froufrous. Des aristocrates, des membres de la haute société s'indignent aussi, mais pour d'autres raisons. Ils découvrent que la valse élimine les barrières sociales. On valse au palais impérial de la Hofburg, aussi bien que sur les places de village. Cette mixité sociale est à proscrire, s'écrit-il. Ils s'offusquent de voir qu'on valse en habit, en robe longue, en uniforme, mais aussi en tenue paysanne. Quel affront porté à leurs privilèges. Un scandale à nouveau. Mais les Tartuffes ligués contre la valse perdent vite leur combat. Il est trop tard. La fièvre valseuse a envahi Vienne et l'Europe. Les mères entraînent leurs filles. De plus, c'est une excellente agence matrimoniale. C'est aussi une élégante manière de séduire. Et vous vous doutez que Johann Strauss père ne se prive pas d'inviter quelques jolies demoiselles pour une dernière danse quand la brasserie où il joue va fermer ses portes. En plus, aux yeux de la valseuse, il a
le prestige de la vedette. Elle se sent aimée par le maestro en personne. Aimer, mais Strauss ne fait que ça. Danser pour lui, c'est deux corps en permanence face à face, le temps d'une valse ou de plusieurs. Tous les soirs, il tombe amoureux. Les femmes ont au fait de le remarquer dès qu'il empoigne son violon et en tire de suaves mélodies. Oui, il plaît aux femmes, oui. Il court le cotillon. Oui, il multiplie les conquêtes parmi les coquettes venues l'applaudir. Il est devenu une vedette. En 1825, il publie sa première œuvre et l'année suivante, fonde son propre orchestre. Le public s'agglutine autour de ces musiciens qui jouent au Prater. Les aubergistes apprécient ces jeunes artistes bien mis et talentueux qui plaisent à la clientèle. Et surtout ce Johann Strauss, au physique vigoureux, ce beau ténébreux qui regarde les femmes avec passion et envie. Elles adorent ça et se pressent au pied de l'estrade. Il dégage un tel charme irrésistible. Tant et si bien que la fille de l'aubergiste, Anna Streim, tombe enceinte de ses œuvres. Il n'a vraiment pas du tout envie de se marier, mais contraint par le père, il s'exécute en juillet 1825. Leur premier enfant naît en octobre. Il était temps de se marier. Le jeune père décide que ce premier enfant se prénommera Johann, comme lui. Avec son épouse légitime, il aura 6 enfants, mais bien vite. Il va déserter le logis conjugal, y effectuant des passages de plus en plus brefs. En fait, il mène une double vie, car il a succombé au charme, entre autres, d'une certaine Émilie, jeune modiste qui sait y faire. Laide, mais très habile au lit. Elle vit dans un quartier malfamé, dans un logis misérable, où elle ne cesse de lui soutirer de l'argent pour ses colifichets et ses robes affriolantes. Évidemment, Émilie tombe enceinte. Mise en demeure de choisir par son épouse Anna, Johann père finit par opter pour la modiste. Il déménage et s'installe dans le taudis. Eux aussi auront 6 enfants. Le musicien va désormais traîner sa réputation de géniteur dans tout Vienne. Ce grabuge érotique n'entame en aucun cas sa réputation grandissante de musicien et de compositeur. Vous vous souvenez de son ami Lanner avec qui il a débuté ? Eh bien, à eux deux, ils vont codifier la valse. D'une simple danse de campagne, ils vont faire une œuvre orchestrale. La valse va ainsi passer de salle de bal à la salle de concert. Elle va devenir une composition symphonique avec une introduction et une conclusion. Mais Lanner meurt très jeune. Désormais, Strauss père a le champ libre pour triompher. Sa carrière s'accélère d'une manière vertigineuse. Avec son propre orchestre, il est nommé directeur des bals de la cour, entame des tournées à l'étranger, triomphe sur toutes les scènes en Hongrie, en Allemagne, aux Pays-Bas, à Bruxelles, à Liège et surtout, à Paris, où il joue devant le roi Louis-Philippe et Hector Berlioz. Seulement voilà qu'un concurrent va apparaître soudain et ce sera le plus inattendu. Rappelez-vous, Johann Strauss a donné son propre prénom à son fils. Fatale erreur. Car tel père, tel fils. Le jeune garçon, pendant la percée et le triomphe de son père, grandit bien éduqué par Anna, sa mère. Cette dernière, cultivée, raffinée, va s'en servir pour se venger de l'épouvelage. Son fils, ce sera son pion. Celui qu'elle va pousser pour contrecarrer la carrière du mari adultère. Elle va mettre un violon dans les mains du jeune Johann et ce dernier va se révéler très doué pour la musique. L'hérédité probablement. Elle va le confier à d'excellents professeurs et très vite, le jeune Johann va focaliser son apprentissage sur la valse. Ce rythme a 3 temps et dans ses gènes. Un jour, le père passe reprendre des affaires au foyer familial qu'il a déserté. Et que voit-il ?
Son propre fils avec un violon. Sacrilège! Il hurle, lui arrache l'instrument des mains, le frappe. La mère s'interpose. Il devient hystérique et lui interdit toute carrière musicale. Pire, il va envoyer son impresario faire le tour de toutes les salles de bal viennoises afin d'obliger leurs propriétaires à en refuser l'accès à son musicien de fils. Désormais, c'est la guerre des égaux et le conflit des générations. Johann Strauss fils décide de rivaliser avec son père. Pour lui, il fait coup double, car à ses yeux, il venge sa mère. Il est devenu un excellent violoniste. Il prépare en secret un programme de valse, rassemble des musiciens, cherche des salles dans les faubourgs pour contourner l'interdit paternel. Très vite, il se fait un nom. Son père, le Napoléon de la valse, fulmine, ulcéré par cette audace. Désormais, Vienne assiste à un conflit familial sur un air de violon. Le fils rebondit très vite, fait ses débuts dans un casino proche du château de Schönbrunn. Et le lendemain de son premier concert, il a la joie de lire à la une d'un journal « Bonsoir Strauss père, bonjour Strauss fils ». C'est gagné, se dit-il. Pas encore. Pas encore, mais il est très malin. Il sait que son père demeure le roi de la valse pour les Viennois. Alors il s'esquive et part chercher la gloire ailleurs lors d'une tournée de concerts dans tout l'empire austro-hongrois. Soudain, en 1848, éclate la Révolution. Le conflit fils-père va se radicaliser. Vienne s'insurge contre le régime dictatorial de Metternich. La foule réclame des réformes. La jeunesse manifeste. Les Viennois pillent l'arsenal. Ils assassinent le ministre de la guerre. La troupe riposte. Metternich démissionne. Il s'enfuit. Ce n'est pas une révolte passagère. Non, c'est une lame de fond. L'université est à la tête des combats. La ville se hérisse de barricades. Et le père et le fils Strauss vont s'en mêler. Chacun choisit son camp. Strauss fils choisit bien sûr le côté des insurgés. Oh, il ne descend pas dans la rue, mais il a ses armes. Sa révolution, il va la faire avec des notes. En pleine ébullition révolutionnaire, il apprend que son père, avec lequel il s'est un peu rabiboché, vient de composer et de faire jouer la marche de Radetzky, en réaction contre l'émeute. Vous savez cet air martial que scandent des milliers de mains lors du concert du Nouvel An chaque année? Si le public savait aujourd'hui, ce feld-maréchal autrichien a du sang sur les mains. Il s'est illustré en réprimant par la mitraille les révoltes populaires en Italie, à Brescia, Venise et Milan. Bref, c'est ce militaire à la poigne de fer qui fait toute l'admiration du monarchiste, Johann Strauss père. D'où cette marche qui est un acte de foi dans l'ordre, l'empire et la vigueur. Et un casus belli pour son fils. Loin d'être un poltron, le jeune Johann riposte avec une valse qui, elle, célèbre les barricades des insurgés. Et il attend la riposte de son père. Elle ne viendra pas. L'année suivante, en 1849, son père meurt d'une fièvre scarlatine dans le taudis de sa chère Émilie. On va le retrouver mort, complètement nu, dans le gourbi qu'a subtilement quitté la sensuelle maîtresse. Elle a tout emporté et a disparu à jamais. Triste fin de vie pour le Napoléon de la valse, que tout Vienne conduira jusqu'à sa dernière demeure. Désormais, son fils a le champ libre. Les musiciens de l'orchestre de son père finissent par l'adopter comme chef. Mais la cour impériale lui reste fermée. C'est grâce à sa ténacité et à son talent de compositeur qu'il va gagner sa bataille. À son tour, il s'engage en vainqueur dans le tourbillon qui entraîne les valseurs viennois. Et on ne peut pas dire que les bals fassent défaut. C'est même une avalanche. Le public
ne sait où s'étourdir. Chaque association, chaque profession a son propre bal, un véritable catalogue. On dénombre, entre autres, les bals des techniciens, des juristes, des comités bourgeois, des architectes, des cheminots, du comité des jeunes hommes, de la société de musique et même celui des pauvres, du premier arrondissement pour finir avec le bal des garçons de café. Et puis, il y a des rites. Bien sûr, les robes de bal et les habits de soirée, mais moins connus, les carnets de bal et les éventails à autographes en bois de poirier couverts d'inscriptions, de dédicaces, de portraits réalisés par les soupirants qui ont eu le bonheur de valser avec la propriétaire de cet objet. Toujours tel père tel fils, Johann Strauss recherche partout la compagnie des femmes. Un rapport de police signale, et je cite, « sa vie amorale et dépensière ». Cela ne l'empêche pas, debout à son pupitre, de composer chaque jour. Parfois, il frise le burn-out et la dépression nerveuse. Mais devant les demandes accrues, il ne cesse de produire ce qu'on n'appelle pas encore des tubes, comme Trish Trash Polka, Journaux du matin ou Accélérationen. Et justement, sa vie n'est qu'une accélération. Sa vie et sa carrière. Il tombe toujours amoureux, par exemple, d'une certaine Olga et de bien d'autres. Mais en 1862, il tente de se fixer et épouse une ancienne chanteuse d'opéra, Getty Trèves. Ce sera le premier de ses 3 mariages. Toujours l'adage, tel père, tel fils. Il s'enrichit, achète bientôt une maison bourgeoise en bordure de la capitale, mais le vrai triomphe, il va l'acquérir d'une manière inattendue, 5 ans plus tard. Le beau Danube bleu va bientôt couler dans sa ligne de vie, dans sa ligne de chance. Le beau Danube bleu va surgir au début de l'année 1867, sans tambour ni trompette, mais avec beaucoup de violons et, surprise, beaucoup de choristes. L'histoire de sa création va sûrement vous étonner. Nous sommes en 1867. Johann Strauss fils est désormais reconnu comme le roi de la valse. Quand il dirige avec son violon son propre orchestre, il accroche tous les cœurs. Ses valses, mais aussi ses polkas, quadrilles et marches sont célèbres dans l'Europe entière. Mais il y a un domaine qu'il n'a pas encore exploré, celui de la voix humaine. Il n'est pas encore le compositeur d'opérette qu'il sera plus tard. Et c'est un hasard qui va le pousser à aborder le genre lyrique. Notre musicien, en effet, entretient depuis plusieurs années d'excellentes relations avec une célèbre société chorale masculine de Vienne. 200 chanteurs considérés comme les meilleurs de langue allemande. À leur programme, certes des chants populaires, humoristiques, satiriques, mais aussi du Schubert, du Schumann, du Berlioz, du Liszt et même du Wagner. Une référence. Leurs concerts de carnaval attirent chaque année les foules. Mais en cette année 1867, son directeur hésite. Fêter le carnaval de février par une joyeuse soirée serait malvenu. Pourquoi ? Eh bien parce que le moral des Viennois est en berne. L'Autriche se relève difficilement de la défaite que l'armée prussienne lui a infligée à la bataille de Sadowa l'été précédent. Il serait de bon ton d'éviter une réjouissance trop festive qui ne respecterait pas l'ambiance morose généralisée. Dès lors, cette société chorale opte pour un Orphéon de carnaval, moins jovial, mais capable quand même de soutenir le moral du public. Et elle fait appel à Johann Strauss pour composer une valse, ou plutôt une série de valses qui s'enchaînent. Le compositeur est un peu pris au dépourvu. Il est assailli de concerts et de commandes. Mais qu'importe, quand on est le roi de la valse. Quelques semaines seulement avant l'événement, car ce sera un événement, il remet à la société un premier projet minimum, à savoir une œuvre pour 4 voix et piano écrite en hâte. Mais que vont chanter ces voix ? Strauss l'ignore.
C'est alors que débute une suite rocambolesque qui est loin de prédire le triomphe mondial de l'illustrissime valse. La fameuse mélodie est très vite née sur la partition. Et cela pourrait s'arrêter là. Mais il faut des chœurs. Et que vont chanter les choristes ? C'est ce que Strauss demande à Johann Herbeek, le directeur de cette immense chorale. Il faut trouver des paroles. Herbeek en charge un de ses choristes qui taquine la muse. Oui, mais ce dernier est simplement employé aux écritures dans la police. C'est pas une lumière. D'autant que le bonhomme choisit d'écrire des vers de Mirliton pour célébrer les nouvelles lampes à arc électrique qui équipent depuis peu les réverbères de Vienne. Étrange alliage. Des vers ridicules et une musique des anges. L'œuvre sera en 4 parties. Strauss in extremis y ajoutera en dernière minute une 5e. Le poète amateur se voit obligé d'écrire d'autres vers, cette fois sur la vie des paysans contés avec humour et raillerie. Cela fera oublier les soucis de la vie aux Viennois, se dit-il. Mais jusque-là, pas de titre, pas de Danube, même bleu. Oui, mais alors qui a trouvé ce titre au beau Danube bleu ? Le poète de 4 sous ou Strauss en personne ? On sait combien sa famille est liée au fleuve. Il sait que sa mélodie suggestive expose une vision grandiose du fleuve viennois. C'est donc probablement lui qui en a eu l'idée. Autre problème. Ce soir-là, Strauss a un autre engagement. Dès lors, c'est le comble, il n'est ni devant l'orchestre, ni même dans la salle. Un soir de première, qui plus est, celle de sa valse la plus mythique. Dommage. Dommage car quand on fouille dans les archives du musée historique de Vienne, on découvre que ce soir du 15 février 1867, la salle était comble, 1200 spectateurs assis, des centaines debout. Sur le podium, 150 chanteurs ainsi que l'orchestre d'un régiment d'infanterie. Le concert durera 5 heures dans une salle surchauffée. Après une ouverture, des parodies chantées et une longue pause pour se rafraîchir au buffet, le public se rassied. Et pour la première fois au monde, l'orchestre déroule cette longue, belle et douce introduction qui annonce les 5 parties de cette valse. Certes, les spectateurs connaissent la musique de bal composée par Strauss, mais c'est un public quelque peu mélomane. Il comprend dès lors, ce soir-là, que ce n'est plus une musique à danser. Cette fois, l'œuvre qu'ils écoutent a une autre dimension. Contrairement à la légende colportée, ce soir-là, elle recueille un succès immédiat. On applaudit à tout rompre. On exige le bis. L'œuvre va devenir l'opus le plus connu de la littérature musicale. Le lendemain, les journalistes témoignent du triomphe pleinement mérité. La valse est véritablement splendide, écrit l'un d'eux. Elle est charmante avec ses doux rythmes caressants. Ce sera bientôt la pièce la plus populaire de ce compositeur prodigieux. Celui qui écrit cet éloge a parfaitement compris. Ce concert du 15 février 1867 est une date dans l'histoire de la musique. Le lendemain, l'édition pour piano sort déjà à Vienne. La renommée de cette valse sera internationale. Et on va le voir, elle sera même mondiale. Le beau Danube bleu devient très vite un excellent produit d'exportation pour la capitale des Habsbourg. En cette même année 1867, il va même endosser un rôle diplomatique et historique. Comment la mélodie du beau Danube bleu va-t-elle faire son entrée dans le monde international de la diplomatie ?
Il faut savoir que le fils du chancelier Metternich est devenu ambassadeur d'Autriche à Paris. Face à la menace prussienne de Bismarck, il souhaite resserrer les liens entre Vienne et Paris. L'exposition universelle que prépare la Ville Lumière serait une excellente occasion. Pourquoi ne pas utiliser la musique pour rapprocher les deux peuples ? Une invitation est adressée à Johann Strauss qui se réjouit de diriger son orchestre dans la capitale mondiale des arts. On décore de satin vert l'ambassade d'Autriche, rue de Grenelle. On fait venir le cuisinier du baron de Rothschild. Tout le gratin parisien est invité. Napoléon III et son épouse Eugénie paraissent. L'empereur accueille chaleureusement le roi de la valse. Toutes les nations du monde sont représentées dans la salle. Le 28 mai, Strauss monte sur scène. L'empereur lui a demandé une œuvre inédite. Quoi de plus simple que de commencer avec son beau Danube bleu ? Il décide bien sûr de le débarrasser des paroles idiotes du poète policier. Et il se saisit de son violon. S'élève alors, dans un murmure de velours, les premiers accords qui finissent par dérouler leur thème si élégant. C'est cela le génie du compositeur viennois. L'élégance. L'Assemblée est sous charme. L'Autriche gagne des points sur l'échiquier diplomatique. Strauss conquiert les invités. On lui demande de bisser, puis de trisser. Il va bientôt enchanter le public parisien. Tous les orchestres français mettent cette valse à leur programme. Parmi les invités se trouve le prince de Galles. Ce dernier prie Strauss de diriger 6 concerts à Covent Garden. Ce sera également un triomphe. Pendant ce temps, à Vienne, l'éditeur de Strauss ne sait plus où donner de la tête face aux commandes de la partition. Strauss se serait bien contenté de ce tourbillon de bravoure, mais le beau Danube bleu n'est pas encore au sommet de sa gloire, loin s'en faut. Cinq ans plus tard, en 1872, les organisateurs du Festival de la Paix l'invitent à Boston pour jouer ses « œuvres fameuses », comme dit le télégramme, lors d'un concert qu'ils annoncent exceptionnel. Quand les Américains parlent d'exceptionnel, c'est que ce sera grandiose. Mais Strauss est rétif. D'abord, il déteste les traversées en bateau. Oui, mais son épouse, Getty, aimerait découvrir l'Amérique. Et vous le savez, ce que femme veut. Le voyant hésitant, les organisateurs américains connaissent l'argument imparable. Un cachet jamais vu de $100 000. Plus ou moins 1 million d'euros aujourd'hui. Ça ne se refuse pas. Ce qui l'attend à Boston est sans commune mesure avec les triomphes européens. Quand il se présente à la première répétition, il est stupéfait. La tête lui tourne. Il serre la main de Getty pour voir s'il ne rêve pas. Il a devant lui un orchestre de près de 2000 musiciens, avec 600 violons, 100 altos, autant de violoncelles et de contrebasses, 24 flûtes, hautbois, trompettes et clarinettes, et 12 timbales. Ce méga-orchestre est accompagné, tenez-vous bien, de 20 000 chanteurs. Oui, mais comment diriger cette masse sonore ? Demande le compositeur viennois qui n'en croit pas ses yeux. On lui explique qu'il n'a qu'à se hisser sur un promontoire métallique prévu et qu'il sera observé de loin par des sous-chefs porteurs de jumelles qui transmettront ses mouvements et sa gestuelle aux exécutants. Quand débute le premier des 14 concerts, 100 000 Américains ont pris place dans un immense bâtiment en bois construit pour l'occasion. L'Amérique, ce jour-là, avait déjà l'esprit hollywoodien. Strauss aux États-Unis devient un héros. Ses concerts prennent une dimension spatiale qu'aucun autre musicien ne connaîtra. Mais sa véritable prouesse ne sera pas d'avoir dirigé un orchestre surdimensionné. C'est qu'il a offert au public américain ses meilleures valses, tout en conservant la finesse, l'élégance, l'exaltation des mélodies. C'est cela
l'apport nouveau de Strauss fils, la mélodie, cette harmonie qui demeure dans l'oreille à la première écoute et que l'on peut chanter par après. Le grand Richard Wagner ne s'est pas trompé quand il admirait justement cette grâce qu'il transmettait au tissu mélodique de ses œuvres. Un siècle plus tard, les cinéastes ne se sont pas non plus trompés quand ils ont mis le beau Danube bleu sur certaines de leurs images. Dans des films aussi divers que Le salaire de la peur, Titanic, Les portes du paradis et tant d'autres. Mais ce que chacun de nous garde en mémoire est le beau Danube bleu qui valse dans le cosmos infini, dans le silence intersidéral voulu par Stanley Kubrick dans son 2001, l'Odyssée de l'espace, en 1968. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Michel Carly et à la collaboration des équipes de LDV Productions. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.